adopté des amendements identiques, le 1613, qui nous le présente. Madame Igné, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement, disons, de cohérence, on va dire, puisque hier nous avons adopté un objectif de 500 000 exploitants d'ici 2035, et donc là on propose d'avoir un objectif d'1 million d'exploitants d'ici à 2050. C'est une demande des syndicats. Et je voulais simplement revenir sur les échanges qu'il y a eu tout à l'heure. On fait une défense commune sur une liste d'amendements que l'on propose. On fait en quelque sorte un pas vers vous par rapport à ce que vous nous dites hier en nous demandant de retirer nos amendements. Bon, on exerce notre droit d'amendement en tant que parlementaire, on les laisse, mais on fait une défense commune. On essaye d'aborder les débats sereinement. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, vous nous rentrez dans l'art. Et ça, en fait, excusez-nous, mais ça ne permet pas non plus d'aborder les débats sereinement. Et je voulais vous le préciser. Je vous remercie. Vous avez défendu le 3451 également. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez... Avis défavorable pour les mêmes raisons. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc les mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Le 3129 qui nous le présente. Madame Couturier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à s'assurer que les politiques d'installation prennent en compte le maintien de l'exception agricole française en soutenant les variétés et races anciennes. Alors, Monsieur le Ministre, je pense que vous allez être favorable à cet amendement, étant donné qu'il est issu du travail d'une mission d'information dont les co-rapporteurs étaient notamment un représentant du groupe Modem, Hubert Roth, et ma collègue Manon Meunier, qui ont fait un travail excellent sur cette mission d'information et un rapport avec un grand nombre de propositions sur le maintien justement de la biodiversité, les paysages et effectivement les races anciennes dans nos territoires. Vous m'excuserez, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne voudrais pas en oublier et froisser ceux qui défendent certaines races dans nos territoires. Mais vous le savez, ces races anciennes, elles sont hyper importantes dans justement la vision que nous avons de notre agriculture et aussi de l'apport dans justement le maintien de la biodiversité dans nos territoires. Donc, Monsieur le Ministre, je sais que vous êtes attaché à votre groupe politique auquel vous appartenez. Et donc, je vous invite sincèrement, pour rejoindre un petit peu l'argument que vient de défendre ma collègue Mathilde Ligné, pour une fois, évitez de nous rentrer dans l'art. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, on écoute monsieur le rapporteur. Madame la députée, je vais essayer d'utiliser un vocabulaire mes chers collègues. Plus châtié. Alors, la préservation des races anciennes, c'est un sujet d'importance. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Et c'est pas mon collègue co-rapporteur éleveur et néanmoins ami Pascal Lavergne qui dira le contraire, parce qu'à chaque fois qu'on va chez lui, il faut manger de la base à 16. Donc on est bien d'accord. Mais ça n'a absolument pas sa place ici, donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Et merci Madame la Présidente, Madame la députée. C'est peut-être une allusion à la truie dans l'élevage que vous évoquiez hier, c'est pour ça que vous ne vouliez pas qu'on vous rentre dans le lard. Je reconnais la continuité dans l'effort. Je sens que vous faites appel à mes bons sentiments vis-à-vis de mon groupe. On a eu déjà ce débat, et que je maintiens d'ailleurs, je dis ça en présence du président de ce groupe, mais franchement, je crois... Alors, on partage tout à fait le sentiment. On a déjà eu ce débat, mais alors pas dans un dispositif qui a trait au nombre d'exploitants à l'installation. On a déjà évoqué ces éléments-là. On a déjà dit qu'évidemment, on était attaché au dispositif des races locales, y compris à l'implication de l'ensemble des régions sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'importance, que ces races vont être importantes, y compris pour la transition. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Lavergne, vous avez la parole.
Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de prendre la voie la plus douce qui est la mienne, mais malheureusement je ne vais pas me jeter à la Garonne parce que la nature parce que la Garonne m'a donné une grosse voix. Je fais avec baisser le son du micro quand je parle. Effectivement, les races locales, la diversité des races que nous avons dans notre pays est une richesse sur le plan, on va dire, des ressources génétiques. Vous savez, moi, je suis éleveur de blondes d'Aquitaine. Il se trouve qu'en Aquitaine et dans le département de la Gironde, il y a également une race qui s'appelle la basadaise. Je ne sais pas si la députée Mette est là. Mais en tout cas, voilà, enfin, il y a quand même un certain nombre de races qui, demain, me semble-t-il, pourront nous rendre d'énormes services parce qu'elles sont beaucoup plus économes pour des fois l'engraissement, beaucoup plus économes en céréales. Elles peuvent présenter des caractéristiques d'engraissement à l'herbe qui nous rendront service par rapport à l'évolution climatique. Et je crois effectivement qu'on y attache une importance, le gouvernement aussi, les éleveurs également. Mais je le redis en fait, dans toute cette problématique, vous savez, une vache, ça fait qu'un veau par an. Et pour constituer un troupeau, il faut du temps. Pour convertir un troupeau, il faut du temps. Il faut également que la recherche soit là pour nous rendre service. Mais nous saurons, le moment venu, éleveurs, puiser dans les ressources génétiques que nous offre la diversité des races que nous avons dans notre pays. Je vous remercie pour cette voix douce, Monsieur Lavergne. Madame Couturier, vous avez la parole. Comme quoi c'est possible. Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je pense que j'ai une voix un peu forte. Monsieur le ministre, effectivement, je vous ai un petit peu provoqué. Vous avez, dans mon territoire, l'élevage, c'est la plus grosse activité, 80%. La vache limousine domine, mais vous avez raison, le porc cul noir est aussi une race qui est aujourd'hui malheureusement menacée, et nous avons un certain nombre de fermes d'élevage de porcs cul noir, et quand on se fixe des objectifs de maintien d'exploitation, eh bien maintenir justement et encourager le maintien de ces races et donc des exploitations, eh bien ça rentre totalement dans les objectifs que nous avons votés. Et je pense qu'apporter justement des moyens et un soutien à ceux qui travaillent sur le domaine de valoriser justement l'ensemble de ces races qui sont pour certaines en voie de disparition et d'extinction. Donc je pense que c'est important aussi de lancer un signal fort d'ailleurs à des techniciens agricoles qui travaillent dans nos territoires pour justement valoriser. Et vous-même, Monsieur le ministre, lors du Salon de l'agriculture, vous le savez très bien, il y a le public qui, bien souvent, s'oriente pour aller voir ces races qui sont souvent un peu très spécifiques, qui ont des robes particulières, qui font la beauté et la diversité justement de notre élevage en France. Et eh bien, il nous faut justement donner un signe fort pour aller dans ce sens-là, tout simplement. Remercie. Alors, monsieur Di, vous avez la parole assez brièvement. On a déjà eu 2 prises de parole. Je vais être très bref, Madame la Présidente, et je vous remercie. Nous avons tous dans nos territoires des races anciennes et que nous souhaitons préserver, que des agriculteurs prennent l'initiative eux-mêmes de préserver, des éleveurs prennent l'initiative eux-mêmes de préserver. Et nous avons même la chance, effectivement, d'avoir ces races mises en avant au cours du Salon de l'agriculture, parce que parfois ce sont les égéries même du Salon. Je pense à la race Bleu du Nord, qui était l'égérie du Salon de l'agriculture il y a quelques années, et on en a tous. Mais je veux dire à la collègue, et la salaire, cher collègue, oui, mais je veux dire à notre collègue de la Creuse que nous avons adopté un amendement du collègue Echaniz au cours des débats de l'article 1, et je pense que le sujet est satisfait, et il me semble qu'on peut... Je ne veux pas faire offense à votre débat qui est très intéressant, et encore une fois on a cranté le sujet à l'article 1, mais bon, je pense qu'il faut aussi avancer sur l'article 8 si vous le voulez bien. Je vous en remercie. Je vais donc mettre au... Alors, monsieur le ministre. Je fais juste écho, Madame la Présidente, à ce que vient de dire le député Dive. On a ajouté un alinéa, c'était M. Echaniz, autant que je me souvienne, qui a été voté, je crois, à l'unanimité dans cet hémicycle, en préservant les ressources génétiques rares associées aux races, populations et variétés animales ou végétales locales, la biodiversité domestique ou cultivée. Ça invite au retrait de l'amendement.
Alors, est-ce qu'il est maintenu? Il est maintenu, je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 4546, Madame Thomas, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Évoquer les politiques d'installation des nouvelles générations, c'est quand même une occasion incontournable de rappeler l'objectif essentiel de préserver la diversité des filières, pratiques, production agricole française dans la politique d'installation. La diversité des filières de l'agriculture française, c'est le fondement de sa richesse et elle constitue évidemment notre patrimoine rural, paysager, alimentaire à défendre. Cet objectif mérite d'être rappelé dans cet article parce que certaines de nos filières sont à un tournant décisif dans les perspectives de reprise. Je prendrai l'exemple de la filière laitière. Il est nécessaire de promouvoir ces filières, de porter un message politique fort qui est celui de la résilience possible dans ces filières. Et nos filières locales peuvent être performantes, notamment dans les objectifs de décarbonation. Nous avons besoin de ces filières d'exception, alors préservons-les et inscrivons-les dans la loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Thomas. On va préserver la diversité des filières, les savoir-faire territoriaux, le patrimoine, les productions emblématiques locales. On est tous pour, ce sont tous des beaux sujets, mais ils n'ont pas la place dans cet article 8 d'orientation. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Alors, je vous indique sur le vote de l'amendement 38, je suis saisie par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte et nous en sommes à l'amendement 1614 qui nous le présente. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Votre avis sur cet amendement? Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Restez avec moi, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Votre avis sur l'amendement 1614? Défavorable. Je vous remercie. Je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 31-37, monsieur De Signy, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Dans le sud de l'Aisne, nous sommes une terre de champagne et comme dans beaucoup de régions et de départements français, nous avons des besoins en main-d'œuvre lors des vendanges de manière ponctuelle. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de solution adaptée suffisamment acceptable pour répondre à cette demande. Donc, on a beau mettre en place tous les dispositifs possibles avec France Travail, avec la mission locale, même les bénéficiaires du RSA ont la possibilité de cumuler avec leurs indemnités pour faire les vendanges. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a toujours ce manque de main-d'œuvre. Donc, la proposition que cet amendement avance, c'est de pouvoir suspendre le contrat de travail des salariés et des salariés intérimaires le temps des vendanges, ce qui permet aux salariés de ne pas perdre leur congé payé et aux agriculteurs et aux vignerons, en l'occurrence, de pouvoir avoir la main-d'œuvre nécessaire pour effectuer leurs vendanges. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député, j'ai une bonne nouvelle, c'est déjà possible. Tous les salariés, y compris les salariés en congé payé, dont vous venez de parler, et les agents publics, peuvent être embauchés par le biais du contrat vendange, avec l'accord de l'employeur sur la date et la durée des congés. Donc, satisfait. En tout cas, ça passe à place ici. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le député, vous avez raison. C'est un sujet dans la viticulture en particulier, dans des contrats vendanges. Mais c'est vrai, comme l'a dit votre rapporteur, que c'est déjà satisfait. Alors, il y a besoin quand même qu'il y ait un échange de courrier entre l'employeur usuel, on va dire, et l'employeur en particulier vendange, mais c'est déjà dans les clous et c'est déjà satisfait, me semble-t-il. Enfin, c'est pas me semble-t-il, c'est déjà satisfait et donc c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur De Signy. Est-ce que vous maintenez votre amendement? Oui, je vais maintenir parce que là, l'objet de l'amendement, c'est d'étudier la possibilité de le faire. Donc j'entends que vous dites que c'est faisable, mais force est de constater que sur le terrain, ce n'est pas appliqué et c'est très méconnu de la part des employeurs et des salariés. Donc à minima, il faudra peut-être plus communiquer sur cette possibilité qui permettra notamment d'avoir moins recours à d'autres solutions comme le travail, les contrats de travail avec des sociétés d'intérim étrangères. Alors, monsieur Di, vous avez la parole et ensuite monsieur le rapporteur.
Merci, Madame la Présidente. J'entends effectivement que l'amendement du collègue Dessigny soit satisfait. Par contre, il soulève, et il est important d'avoir ça à l'esprit, il soulève un sujet, c'est que chaque année et chaque été, il manque environ 30% de vendangeurs. À l'approche de la fin de l'été, on a dans chaque région viticole des promotions pour faire les vendanges qui sont lancées, quelles que soient les régions. Et effectivement, le manque de vendangeurs devient criant, si bien que des départements ont mis en place des opérations, pas uniquement de promotion, mais d'adaptation des dispositifs pour faciliter les opérations de vendange. Et les départements viticoles, quelles que soient, encore une fois, les typologies de viticulture, mettent en place aussi la possibilité de cumuler RSA et emploi saisonnier en vendange. Et c'est une belle opération. Sauf que cette opération ne s'applique qu'aux allocataires du RSA issus des départements qui mettent en vigueur ces dispositifs de cumul. Par exemple, je prends l'exemple du département de la Marne, cher au rapporteur Girardin, et du département de l'Aisne. Nous mettons en place justement cette possibilité du cumul RSA. Alors bien sûr, c'est conditionné dans le temps, mais possibilité de cumuler RSA et vendange, ce qui permet aux allocataires du RSA d'avoir un levier supplémentaire pour sortir de la difficulté du quotidien. Et à l'inverse, une personne qui serait du département du Nord, qui n'est pas un département viticole, qui ne met pas, en tout cas qui ne l'est pas en tant que tel, qui est plus brassicole que viticole, qui ne met pas en place cette opération de cumul, l'allocataire en question ne pourrait pas se rendre en vendange, ou alors irait et perdrait ses droits à l'allocation du RSA. Et ça, c'est le vrai sujet que vous devez porter en tant que ministre, mais de manière plus globale, le gouvernement, pour sensibiliser l'ensemble des départements de France, permettant d'autoriser ce cumul entre à la fois l'allocation RSA et à la fois les opérations saisonnières telles que les vendanges. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur et ensuite monsieur le ministre. Bon, rapidement pour répondre aux députés, souvent dans notre pays, mais pas seulement dans l'agriculture, il y a un problème de communication. On peut espérer que le guichet unique qu'on va créer à destination de l'ensemble de la profession permettra cette diffusion d'informations. Pour partir. Je vous remercie, monsieur le ministre, et ensuite on passera au vote. Oui, merci. C'est pour répondre aux députés de Signy et aux députés d'Yves. Et réaffirmer ce que j'ai dit sur la possibilité qui est déjà ouverte. En fait, vous avez raison, monsieur Dive, il y a d'autres sujets qui sont ouverts et sur lesquels on travaille avec la ministre du Travail, Catherine Vautrin, qui connaît aussi bien ces sujets pour être d'une région quelque peu viticole aussi. Il y a ce que vous dites sur le RSA. Alors après, il y a la question de décentralisation, pas décentralisation, parce que chaque département comment dirais-je, a ses propres principes et ses propres modalités d'action sur un certain nombre de politiques publiques, et le RSA en est une. Donc on travaille là-dessus. Puis il y a les questions de dérogation au nombre d'heures travaillées, parce que c'est un sujet entre un certain nombre de départements. Donc on est en train de travailler sur l'ensemble de ces sujets. Tout ça relève du réglementaire, hein. C'était plutôt la mise en application. Et je retiens aussi ce qu'a dit votre collègue, ce que vous avez dit, monsieur le député, sur la nécessité de mieux informer, parce que j'ai l'impression qu'on a un sujet d'information. Pour le coup, là, on n'est pas dans le législatif, on a un sujet d'information et de communication sur ce qui est déjà possible et qui me paraît pouvoir être satisfait. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 3838, Madame Pochon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors l'ambition affichée de ce texte pour le renouvellement des générations est intrinsèquement dépendante de l'aménagement et de la vitalité des territoires, notamment ruraux. Aussi, l'installation massive de nouveaux agriculteurs ne saurait être possible sans une orientation en faveur de la vitalité de nos territoires ruraux, à travers notamment un maillage renforcé de commerces et de services pour pouvoir accueillir au mieux de nouveaux installés dans certains territoires ruraux. Le départ de services publics, la disparition des outils industriels, des commerces, la fermeture de classes, la désertification médicale sont autant de freins à l'installation agricole qu'il nous faut à minima mentionner dans ce texte et contre lesquels des moyens doivent être développés. Par ailleurs, l'accès au logement est un sujet. Dans certains villages, des candidats à l'installation se retrouvent entravés dans leur installation agricole car la moindre maison, même en cœur de village, coûte 300 000 €. C'est aussi un sujet, notamment pour les éleveurs pastoraux, et en effet une problématique majeure. En montagne, les bergers sont logés dans des cabanes pastorales. Il est nécessaire d'améliorer l'accès à ces logements en les rénovant. En Drôme, près d'un tiers de ces cabanes nécessitent des travaux et en construisant des nouvelles. Cela est indispensable pour maintenir l'installation en pastoralisme et permettre plus généralement les activités agricoles dans les zones de montagne. C'est pour cela que nous vous proposons cet amendement.
Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Vous parlez d'un sujet que je connais bien parce que je pense habiter vraiment au milieu de territoires très ruraux. Et il est important qu'ils vivent. Les premiers à les faire vivre, c'est les agriculteurs. Il est important qu'on ait des agriculteurs. Moi, je suis vraiment dedans tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends. Une chose qui a été faite, on est un peu en dehors, mais c'est que les maisons France Service qui ont été installées depuis 3 ans à l'initiative de Jacqueline Gouraud et Joël Giraud marchent. Elles marchent à 90% très bien. Elles ont réintroduit le service. Et on peut espérer qu'en réintroduisant le service, on réintroduira de l'activité. Mais je partage cet avis, ça n'a rien à faire ici. Mais on est tout à fait d'accord sur le repeupler de commerce et de services des territoires ruraux. Je vous remercie. Avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la Défavorable. parole. Je vous remercie. Alors j'ai plusieurs prises de parole et si vous pouvez essayer de, voilà, de faire, s'il vous plaît, voilà, comme ça chacun peut prendre la parole. On a le président Chassaigne et Madame Thomas ensuite, mais si vous pouvez essayer de ramasser, comme ça permet de distribuer largement la parole. Ah, donc Madame Trouvé, non? Vous l'avez demandé en premier, ensuite le président Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Comment on fait pour installer plein de gens dans les campagnes? 1, je l'ai dit, l'accès au foncier, c'est pas dans la loi. 2, un revenu digne, c'est pas dans la loi. 3, les services publics dans les zones rurales, services publics que depuis 7 ans, sous la présidence Macron, le gouvernement détruit petit à petit. Sous le coup notamment de ces derniers mois et ces dernières années de l'austérité budgétaire. On vient d'ailleurs de sortir avec mes collègues économistes de l'Institut La Boétie un excellent rapport qui montre à quel point vous avez détruit progressivement tous ces services publics, notamment dans les zones rurales. Chiffres à l'appui. Deuxièmement, je voudrais répondre aussi aux collègues de l'extrême droite et de la droite sur les salariés et les saisonniers agricoles. Le premier problème pour trouver des saisonniers agricoles, c'est de les payer, c'est d'avoir des conditions de travail et des revenus du travail qui les attirent, tout simplement. Sachez je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà été saisonnier agricole ou l'a fait pendant ses études. Vous savez ce que c'est? On est payé au SMIC, et encore, quand il n'y a pas de travail au noir ou de travail au gris, hein, et qui est quand même relativement important en France, d'accord? Deuxièmement, dans des conditions de travail ultra précaires, sur des durées extrêmement brèves, parfois plusieurs fois de suite avec des coupures. Troisièmement, dans des conditions de travail, notamment physiques, très difficiles. Évidemment, on a du mal à trouver, ce qui fait d'ailleurs que petit à petit, beaucoup d'exploitants agricoles en arrivent au travail détaché, d'ailleurs comme c'est le cas, je crois, du collègue de Fournas, n'est-ce pas? Voilà, donc... Alors, merci Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Oui, comme on a un temps limité, quoique je ne m'exprime pas souvent, comme on a un temps limité, je vous demande de noter une proposition de loi numéro 1967 que j'ai déposée en décembre dernier pour garantir aux travailleurs saisonniers agricoles des conditions de travail et d'accueil dignes. Mon exposé des motifs est particulièrement détaillé. Et j'aboutis à des propositions parce que je crois qu'effectivement la question des travailleurs saisonniers agricoles doit être prise à bras-le-corps. Mais je voulais plus particulièrement insister sur les questions de l'hébergement. L'hébergement, bien sûr, des travailleurs saisonniers agricoles, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'ailleurs, certaines communes essaient de trouver des solutions. Quand on voit notamment les gardiens de troupeaux, dans quelles conditions ils peuvent être hébergés en montagne, sous des tôles, de façon absolument déplorable, ça c'est quelque chose qui est inacceptable, avec impossibilité d'ailleurs de descendre durant leur jour de congé dans la montagne, au regard du temps que ça demande. J'avais d'ailleurs il y a quelques années déposé un amendement sur un texte de loi pour qu'il y ait un droit de préemption sur ce que l'on appelle chez nous les jasseries ou les burons, qui se vendent à des bobos annuellement bucoliques et qui pourraient servir à l'hébergement de nos gardiens de troupeaux. Mais il y a des sujets. De la même façon, l'hébergement, des jeunes qui s'installent, que ce soit dans le cadre de la décohabitation avec les parents, ou que ce soit des jeunes qui s'installent hors cadre, les pires difficultés, par une application extrêmement stricte de plans locaux d'urbanisme, qui font que, par exemple, pour pouvoir créer un hébergement à proximité d'exploitation, il y a des conditions très précises à remplir, c'est extrêmement rigoureux. Et d'autre part, les règles nationales d'urbanisme qui font qu'en fait, un jeune couple aujourd'hui qui reprend une exploitation agricole, il a les pires des difficultés pour habiter à proximité, tellement les règles sont appliquées de façon stricte, sans aucune dérogation. Je vous remercie.
Alors, Monsieur de Fournas, pour un rappel au règlement, sur quel fondement, s'il vous plaît? Non, pour prendre la parole, simplement, sur l'amendement. Ah, alors attendez, parce que j'ai d'autres prises de parole avant vous. J'ai Madame Thomas. Alors, je vous ai demandé d'essayer de ramasser vos propos pour distribuer largement la parole. Vous êtes tous à 2 minutes. Donc là, pour l'instant, voilà, je vous demande un effort collectif. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de faire court. En tout cas, cet amendement Pochon, nous le voterons avec le groupe socialiste parce qu'il aborde cette question centrale des capacités d'hébergement qui nous semble vraiment indispensable à poser à côté de celle des politiques d'installation. Et on ne peut pas s'inscrire dans ce processus d'installation si on n'a pas cette réflexion autour de l'accès au logement. Souvent, quand les jeunes s'inscrivent dans ce processus pour s'installer, pour la reprise d'une ferme, on est parfois d'abord salarié agricole dans cette exploitation. Et entre le ou la chef d'exploitation qui souhaite pouvoir garder son logement, y compris au-delà de la retraite, et la nouvelle génération qui veut reprendre, où est-ce qu'on loge cette nouvelle génération qui n'est pas systématiquement dans le processus de reprise familiale? Plus globalement, je voudrais juste dire un mot sur la crise du logement qui est très prégnante dans les départements littoraux, les départements touristiques, qui sont aussi des départements ruraux. Et lorsqu'on souhaite soutenir les politiques d'installation, les politiques de soutien aux filières, il faut d'abord soutenir nos politiques de logement dans ces territoires en crise. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, nous avons donc Monsieur de Fournas et ensuite Monsieur Martineau. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, pour notre groupe, nous n'avons aucune leçon à recevoir de Madame Trouvé sur le travail manuel. Moi-même, j'ai fait de l'écrêtage de maïs à 16 ans, Madame Trouvé. C'était très difficile, mais j'étais très heureux à cet âge-là de pouvoir toucher le SMIC. Donc il ne faut pas faire de généralité. Sur le... On s'écoute. Sur les ouvriers mal payés, Madame Trouvé, je voudrais aussi vous rappeler quelques réalités. C'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui payent plus cher leurs salariés qu'eux-mêmes se payent, voyez. Et je connais un peu le problème. En revanche, je ne vous conteste pas une certaine cohérence, puisque, comme nous, vous défendez les prix rémunérateurs pour les agriculteurs qui permettraient à ces agriculteurs de pouvoir payer correctement leurs salariés. En revanche, Madame Trouvé, je vous trouve pas très courageuse, vous voyez, de me diffamer sur un prétendu usage au travail détaché, ce qui est absolument faux. J'aurais dû, il est vrai, mettre France Info au tribunal. Je l'ai fait avec Mathieu Lefebvre, qui a eu l'imprudence de dire la même chose sur un plateau de télé. Je vous encourage à faire de même hors de cet hémicycle, à enlever « je crois », ce qui est quand même assez facile, Madame Trouvé. Je crois que Monsieur de Fournas, ce qui permet de dire à peu près tout et n'importe quoi. Donc, Madame Trouvé, ayez un peu de courage, allez hors de l'Assemblée nationale pour répéter cette diffamation et je vous mettrai avec Mathieu Lefebvre au tribunal. Alors, s'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce qu'on peut rester sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la loi d'orientation agricole? Monsieur Martineau, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Martineau, merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. J'aimerais réagir par rapport à ce que j'ai entendu sur la main-d'œuvre saisonnière, parce que quand même beaucoup d'efforts ont été faits, même si c'est vrai qu'il y a peut-être encore quelquefois des erreurs ou quoi que ce soit, ça c'est admettons, mais il faut quand même dire une réalité. Dans les filières telles que les fruits et légumes, par exemple, vous avez des cahiers des charges. Dans ces cahiers des charges, un qui est très connu, si vous voulez vendre vos fruits et vos légumes, c'est le Global Gap. Dans Global Gap, vous avez l'obligation de fournir des réfectoires, des logements décents, il y a des contrôles, y compris pour les toilettes, y compris dans les vergers. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse faire croire que les agriculteurs ne se soucient pas de leurs saisonniers, parce que c'est faux. Et nous sommes contrôlés, que ce soit par la MSA, l'inspection du travail, et aussi les organismes certificateurs. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Donc nous allons donc procéder au scrutin. Je vous prie de regagner vos places avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 96, exprimé 74, majorité 38 pour 23 contre 51. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons à des amendements identiques. Le premier, le 901. Monsieur Vigier, oui. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous savez, nous devons tout mettre en œuvre pour installer de nouveaux agriculteurs et il en va bien évidemment de l'avenir de notre agriculture française. Aussi, et afin de tenir compte des spécificités
et de besoins agricoles dans les différents territoires. Tout simplement, cet amendement propose de réaliser un diagnostic précis du nombre d'installations d'exploitation nécessaires pour répondre aux enjeux cités par ce présent projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 4059 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Vigier. Définir des objectifs département par département, filière par filière, ça paraît déjà très énergivore, au moins pour les services de l'État. Les acteurs qui seront réunis dans le réseau France Services Agriculture que nous allons créer par cette loi, et dans lequel ils sont actifs chacun, leurs besoins, leurs opportunités, leurs contraintes, ils les connaissent. On peut espérer que les rapports qu'on a aujourd'hui de l'ONIT, qui sont certes insuffisants, et je partage votre analyse, seront améliorés. Il y a des progrès à réaliser. On peut espérer que, en tout cas, que le répertoire unique qui sera créé permettra d'avoir cette lisibilité sur ce qui est fait département par département et ce qui reste à faire. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député, c'est le même avis que votre rapporteur, parce qu'il me semble qu'on rentrait trop dans un... On a fixé des caps au niveau national. Évidemment, dans chaque département, il appartient à chaque département de s'en saisir, y compris dans les organisations professionnelles agricoles. Et donc, c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Je vous remercie. L'amendement est maintenu, Monsieur Vigier. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 4059 n'est pas défendu. Vous n'êtes pas Monsieur Descoeurs non plus. 1165. Et c'est 1165 que vous... C'est celui-ci est défendu, Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre, défavorable. Je le mets aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2558, Monsieur Cordier, n'est pas présent. Le 2929, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre, je vais le mettre au voie avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 114, Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, c'est un amendement... merci, Madame la Présidente. C'est un amendement de ma collègue Anne-Laure Blanc qui veut compléter l'alinéa 4 en proposant, donc, au-delà de l'accompagnement personnalisé de tous les actifs agricoles qui s'installent et de tous ceux qui sont en cadre de l'installation, de les accompagner également dans une recherche de toutes les aides possibles pour qu'ils puissent donc s'installer plus facilement et pouvoir répondre après avec le soutien des banques. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cette Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Dubois, alors je ne vois pas le rapport entre votre proposition et l'objectif poursuivi par l'article. Si l'objectif c'est de connaître les régimes d'aide en matière d'installation, je vous invite à consulter le PSN de la France pour la PAC 2023-2027. Elles sont toutes répertoriées. Et en plus, l'article du Code rural prévoit déjà que les régions établissent chaque année un bilan public de la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Ces bilans sont consolidés à l'échelle nationale par l'État, au niveau du ministère. Et il y a un bilan des versements de l'année écoulée qu'on peut obtenir, je suppose, mais le ministre en dira sans doute plus. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Pardon. Je me suis fait peur à moi-même. Oui, merci, Madame la Présidente. On s'habitue au calme. On s'habitue. Oui, c'est surtout que c'est rare que je crie moi-même. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le député Dubois, en fait, ce que je comprends de l'amendement porté par votre collègue Blin, c'est qu'on mette à disposition de l'installé futur l'ensemble des dispositifs d'aide. Mais c'est bien ce à quoi sert France Services Agriculture. Vous êtes comme moi connaisseur des structures agricoles. Vous savez comme moi que quand on est accompagné dans son installation, une des premières choses qu'on regarde au-delà du bilan économique, de l'équilibre, c'est de dire vous avez le droit à ça, à ça, à ça, à ça. Alors pour le coup, je crois que c'est totalement satisfait dans le processus qui est celui actuellement en cours et qui sera d'ailleurs consolidé au travers de France Services Agriculture. Demande de retrait, sinon avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Dubois, il est retiré. Je vous remercie. Alors je vous annonce que sur le vote du sous-amendement 5436, je suis saisie par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte et nous en arrivons au 2926. Qui nous le présente? Merci. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre. Je vais le mettre au voie avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Donc nous en arrivons au 3642. Monsieur Lecamp, vous avez la parole.
Oui, alors c'est un amendement de clarification du réseau France Service Agriculture pour les actifs agricoles d'une part et pour les porteurs de projets d'autre part. On l'a dit en commission beaucoup, France Service Agriculture doit être un guichet unique, neutre, équitable et surtout tout à fait pluriel. En tout cas, il doit offrir la pluralité de tous les services et toutes les actions qu'offre l'ensemble du microcosme qui gravite autour des agriculteurs. Donc, s'agissant du conseil de l'accompagnement assuré par un réseau de structures agréées, c'est au porteur de projet d'installation de cession d'exploitation qui est destiné France Service Agriculture. Donc, l'idée de clarifier, c'est accueil de tous, orientation vers l'existant, donc ce qui est déjà sur le territoire, conseil et accompagnement personnalisé et coordonné par des porteurs de projets d'installation et de cession. Donc évidemment, je me donne un avis favorable, mais je donnerai aussi un avis favorable à l'amendement de Mme Pochon sur cet aspect pluralisme du guichet France Agriculture. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre avis sur ces amendements. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. On a effectivement eu ce débat en commission et on a d'ailleurs dans le texte toujours eu l'idée qu'il fallait assumer, dès lors qu'on avait un guichet qui rassemblait l'ensemble des acteurs, qu'il puisse être pluraliste. Donc c'est à la fois favorable sur l'amendement et le sous-amendement. Je formule un vœu, c'est qu'on ne retrouve pas le terme pluraliste ensuite à tous les alinéas qui vont suivre, parce que si on pouvait se dire qu'une fois qu'on l'a mis, on l'a mis, et qu'on ne le remet pas à chaque fois, ça gagnerait peut-être un peu de temps. Avis favorable sur l'ensemble. Je vous remercie. Donc pour la présentation du sous-amendement, c'est Madame Pochon qui prend la parole. Merci Madame la Présidente et j'ai bien entendu les avis favorables de Monsieur le rapporteur et de Monsieur le ministre. Je les remercie, je crois que ce sera l'unique occasion de ce texte de loi. Mais à voir, peut-être par la suite. Effectivement, ce sous-amendement vise à ajouter une mention au pluralisme dans l'accompagnement proposé aux porteurs de projets et donc compléter l'amendement de Monsieur le rapporteur. Je sais que nous partageons cet objectif, mais c'est effectivement assez important d'insister sur ce point dans le texte, car les remontées de terrain sont unanimes sur la nécessité, pour faire face à la diversification des profils des candidats à l'installation, d'avoir un accompagnement qui soit diversifié, qui permette de s'assurer que chaque porteur de projet trouve l'accompagnement qui lui corresponde. C'est vraiment une modification mineure, mais le message envoyé est important. Donc, merci beaucoup pour ces avis favorables. Nous réinsisterons sans doute dans les amendements à venir sur la notion du pluralisme, parce qu'elle est absolument centrale en matière d'installation, tant on sait qu'il y a un tiers des personnes qui souhaitent s'installer aujourd'hui en agriculture qui abandonnent en cours d'installation parce qu'ils ne sont pas accompagnés vis-à-vis de leur projet, parce que le pluralisme n'est pas forcément assuré dans les instances d'installation, et c'est pour cela que nous nous permettons d'insister sur ce sujet-là. Et nous proposons d'adopter effectivement cet amendement. Je vous remercie. Pour le 5534, Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est quasiment un amendement rédactionnel. Donc j'ai noté les avis favorables. Effectivement, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait une porte d'entrée unique, mais effectivement, comme nous l'a assuré le rapporteur Lecamp, c'est derrière la porte d'entrée, il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul couloir qui aille sur des modalités d'installation qui répondent au canon, j'allais dire, de l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui nous a menés dans cette impasse. Mais qu'effectivement, derrière la porte, il y ait toutes les possibilités offertes, toute la diversité, notamment aujourd'hui, toutes ces structures alternatives aux chambres d'agriculture qui font de l'accompagnement, accompagnent notamment tous ces projets qui sont un peu originaux dans j'allais dire, le fait qu'ils défrichent beaucoup de nouvelles façons de s'installer, que ce soit des installations collectives, que ce soit avec des surfaces qui sont peu habituelles ou des cultures innovantes. Donc voilà, tout ça nous rassure et je suis ravi que l'avis était favorable sur cette question de pluralisme, en espérant que ce soit effectivement la réalité concrète demain des guichets France Service, une porte unique, mais derrière tous les couloirs possibles. Je vous remercie. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Merci. J'avais envisagé de déposer un amendement que je n'ai pas voulu le faire pour ne pas rajouter par rapport à l'écriture de cet alinéa. Mais donc, je lance quand même le signal. C'est ne pas oublier, ne jamais oublier ces invisibles que sont les salariés agricoles dans les exploitations. Je me demande d'ailleurs, et c'est ce que je voulais faire, ce que je n'ai pas fait, mais je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas une obligation d'information
des salariés agricoles dans une exploitation quand il y a un projet de cession. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager, comme ça se fait d'ailleurs au niveau de l'économie sociale et solidaire, avec une exigence d'informer les salariés des entreprises. Et de la même façon, j'irai même plus loin, on pourrait réfléchir à une forme de priorité pour les salariés agricoles quand il y a une reprise d'une exploitation dans laquelle ils travaillent depuis des années. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Alors, comme je l'ai dit, avis favorable au sous-amendement d'Mme Pochon. Je suis heureux de ce sous-amendement, Mme Pochon, ou cet amendement qui me permet de vous faire mentir pour une fois. Je peux donner un avis favorable, même à vos amendements. Et je pense que nous partageons depuis le début ce pluralisme. Dans un autre monde, dans une autre vie, avant d'être député, j'ai mis en place un guichet unique pour d'autres personnes. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La clé du succès de ce France Service Agriculture sera notre capacité à ce que les chambres d'agriculture, qui ont la mission de service public de le faire tourner dans leurs chambres, assurent ce pluralisme, assurent l'ouverture vers l'ensemble des services et des sociétés qui offrent des produits et des services aux agriculteurs. Donc on partage ça, et c'est avec joie que je réitère cet avis favorable. Quant à la remarque de M. Chassaigne, je pense qu'elle est très très juste. Je ne sais pas si la loi le permet déjà, mais ça me semble indispensable qu'au moment des transitions, la moitié des fermes vont changer de main dans les 10 ans qui viennent, que les salariés agricoles soient informés en amont également. Peut-être que le guichet France Service Agriculture, par l'information qui sera envoyée sur le répertoire unique, s'il est visible de tout le monde, permettra cette information. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix ce sous-amendement. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Nous allons procéder au scrutin. Merci de regagner vos places. C'est un double avis favorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 88, exprimé 68, majorité 35 pour 68. L'Assemblée a adopté. Je vais donc mettre aux voix l'amendement de Monsieur Lecamp ainsi sous-amendé avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous remercie. Nous en arrivons donc aux amendements identiques. Le premier, le 865, qui nous le présente. Il n'est pas défendu. Le 2254. Non, il y a... Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le ministre, cet amendement, effectivement, reprend un peu les recommandations du Conseil d'État sur le fait de nommer, effectivement, ce France Service Agriculture. Là, on n'est pas dans le fond, on est vraiment sur la forme. Je pense que la loi doit être fluide et doit pouvoir s'adapter en toutes circonstances. Et peut-être que là, en nommant comment dirais-je, cette entité, on la rend du coup un peu moins fluide. Et en vérité, ça me rappelle, je crois qu'avant-hier, dans les mêmes proportions, nous avons rejeté un amendement qui visait à, en l'occurrence, à prévoir à écrire le programme scolaire. C'est pas la loi d'écrire le programme scolaire. On l'a rejeté, ça me paraissait évident. Et je pense que là, dans les mêmes proportions, nous devons effectivement supprimer cette notion de France Service Agriculture sur la forme. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. C'est un amendement de forme défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1113, Madame Bagné n'est pas présente. La discussion commune 1935, qui nous le présente. Madame Thomas, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour cet amendement, je voulais tout simplement rappeler que, comme un certain nombre de parlementaires ici présents, je viens d'une région agricole qui est fière de produire pour nourrir notre pays et contribuer à sa souveraineté alimentaire. Et cet amendement vise à réintroduire une disposition qui figurait dans une précédente version du projet de loi. Celle-ci vient instaurer dans la loi une coopération entre l'État et les régions dans la gouvernance et la mise en œuvre de France Service Agriculture.
Les régions sont un acteur compétent de l'installation agricole. Par exemple, depuis 2014, la région Bretagne a contribué à installer près de 3200 nouveaux exploitants dans notre territoire. Les régions souhaitent tout simplement cette affirmation dans la loi, et vous nous avez dit, monsieur le ministre, lors de la commission, que vous ne nous aviez pas attendu ces débats pour évidemment vous entretenir avec les présidents de régions sur cet enjeu. Dont acte, je vous propose que nous l'inscrivions dans la loi, et puis je profite aussi de la venue de monsieur Woerth dans nos débats ce matin pour réaffirmer que cette compétence régionale, celle de l'installation en matière d'agriculture, elle est nécessaire à inscrire dans la loi. En tout cas, ce serait une fierté pour nos régions agricoles. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 4400. Merci Madame la Présidente. C'est vrai qu'à un moment où nous parlons dans cet article 8 des installations, il est important de rappeler l'importance des régions. Comme l'a dit notre collègue Thomas tout à l'heure, c'est vrai que les régions, notamment avec leurs compétences aident énormément pour l'installation. Je pense notamment à la DJA, que ce soit la région Grand Est, comme peut l'être la région Occitanie. Et il serait important que nous puissions mettre dans la loi à quel point les régions sont présentes. Elles contribuent, parce que ce n'est pas le tout de leur demander de contribuer et de les oublier derrière quand il s'agit de leur rendre hommage. Donc c'est l'objet de cet amendement, de dire qu'à un moment donné, c'est un travail collectif, l'installation de nos agriculteurs dans nos territoires, et que les régions y prennent toute leur place. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député, Madame la députée. Donc la gouvernance du réseau France Services Agriculture associera en effet l'État, les régions et les professionnels. À l'article 10, ça se traduit par exemple par les modalités d'élaboration du cahier des charges et l'agrément des structures de conseil et d'accompagnement qui associent les instances du CNIT et du CRIT. Mais même si nous l'avons déjà affirmé dès l'article 1er, je ne vois pas vraiment d'inconvénient à rappeler à l'article 8 que la gouvernance de France Services Agriculture associera également les régions. Avis favorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, Monsieur le député, vous l'avez rappelé Madame la députée, on a bien travaillé avec les régions. D'ailleurs, le texte sur la partie qui les concerne le plus, la formation, l'installation, le guichet France Services Agriculture, tout ça leur convient. On a bien travaillé en particulier avec votre président de région, Loïc Chéné-Girard, sur ces questions-là. Donc pas de difficulté. Mais vous avez raison, ce n'est pas parce que ça se passe bien avec ce gouvernement qu'on ne saurait prendre des précautions pour ceux qui nous succéderaient. On saurait être trop prudent. Et donc, ce n'est pas peut-être idiot de le mettre dans la loi, donc c'est un avis favorable. Je vous remercie. Monsieur le Président Maillard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Écoutez, sur un avis favorable, je ne voulais pas forcément rebondir à ce moment-là, mais juste vous dire que d'abord c'est évidemment un texte très important, cette loi de programmation. On a des discussions qui sont longues, très longues. Il y a un agenda qui est de 2 semaines. Nous voulons tous, je crois, nous souhaitons tous terminer vendredi pour nos agriculteurs ce texte qui est attendu. Et ce que je comprends des discussions que nous avons pu avoir... Je ne crois pas que j'ai monopolisé la parole. Permettez juste que je termine mon explication. Ce que je comprends, c'est que les oppositions souhaitent, en tout cas, sont d'accord pour avancer, qu'on aille un peu plus vite que le rythme actuel. Si le texte sur l'audiovisuel est repoussé de façon officielle, j'ai pris attache avec le gouvernement et il sera annoncé dans les minutes qui viennent, la suspension du texte sur l'audiovisuel, le report officiellement. Et donc je demande à chacun d'entre nous de pouvoir être responsable et de faire en sorte que ce texte se termine bien vendredi, comme il est attendu sur le terrain. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, Madame Genevard, pour un rappel au règlement, sur quel fondement, s'il vous plaît? S'il vous plaît, seule Madame Genevard a la parole. Merci Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement au titre de l'article régissant la conduite de nos débats. Bien sûr, nous aspirons tous, Monsieur le Président Maillard, à ce que les débats se terminent dans les meilleurs délais. Nous sommes attendus en circonscription. Pour ceux qui, comme moi, font à la fois le texte agricole et à partir de lundi, le texte fin de vie, ça fait 1 mois où nous sommes ici du lundi au samedi matin. Donc, ce que je voudrais dire, Monsieur le Président Maillard, c'est que
cette organisation des débats, nous l'avons dénoncée en son temps par la voix de notre président à la conférence des présidents. Mettre des textes aussi fondamentaux, qui se tuilent en plus, parce que la semaine dernière, moi j'ai couru entre la salle de commission pour la fin de vie et la séance pour l'agriculture. Mettre des textes aussi importants en même temps, franchement, c'était un désastre assuré et une tension inutile, à un moment en plus où nous sommes en campagne pour les européennes, où nous aimerions bien aussi pouvoir faire campagne sur le terrain. Donc là, vous êtes pris à votre propre piège d'un agenda qui a été totalement impensé. Alors, Madame Trouvé, pour un rappel au règlement, sur quel fondement également? Je voudrais faire un rappel au règlement, merci Madame la Présidente, sur la base de l'article 100 et la bonne tenue des débats. J'irai dans le même sens que ma collègue Genevard. D'abord, vous voyez que nous sommes un certain nombre à être sans arrêt, tous les jours, sur ce texte, ce projet de loi agricole, qui était censé être la grande loi agricole du quinquennat. Je le rappelle, que 2 semaines seulement à l'ordre du jour, avec plein en fait, de coupures, oui, c'était pas suffisant. Oui, c'était pas suffisant. Vous disiez la grande loi agricole du quinquennat. Il y a quoi? Il y a quelques jours de débat, en fait, dans les 2 semaines. Donc c'est vous qui nous mettez dans cette situation. Merci, Madame Trouvé. Donc nous, on n'a pas de problème. Merci, Madame Trouvé. Monsieur Tchaniz, aussi, pour un rappel au règlement, sur quel fondement également? Merci, Madame la Présidente. Sur le fondement de l'article 100, sur l'organisation de nos débats, et pour répondre à Monsieur Maillard, nous avons, nous aussi, comme Madame Genevard, dénoncé cette organisation, à la fois sur le texte agricole, sur le texte fin de vie, et surtout sur le texte audiovisuel public, qui est encore une fois utilisé à marche forcée. On a même eu la rumeur de Rachida Dati qui disait que le PJLOA allait être suspendu pour faire passer le texte, qui est quand même assez déplorable, parce qu'il s'agit, en plus de ce qu'a dit Madame Genevard, d'un texte essentiel pour l'audiovisuel public. Donc je remercie aussi Monsieur Maillard de nous avoir fait perdre 10 minutes à l'instant dans nos débats. Merci. Donc pour un dernier rappel au règlement, Monsieur Delay.